Pour soutenir la chaîne, buy me a coffee. Merci. La cité d'or et de plomb. Deuxième tome de la trilogie des tripodes de John Christopher. Traduit de l'anglais par Michel Poslaniec. Chapitre 10. Sous le mur doré. Je suis resté au bord du bassin pendant un instant à essayer de réfléchir. J'étais abasourdi par ma chute et aussi par ce que j'avais accompli. J'avais assommé l'un des maîtres à peu près de la même façon que j'avais descendu mon adversaire à la finale des jeux. Maintenant que c'était fait, ça me paraissait incroyable. J'ai regardé cette grande silhouette à terre avec des sentiments violemment partagés. Étonnement et fierté se mêlaient à la peur. Même sans avoir été coiffé, il était impossible de ne pas éprouver un respect instinctif devant la puissance de ces créatures, leur taille et leur force. Comment moi, simple humain, avais-je osé frapper un tel être, même pour me défendre? Ces sentiments se sont pourtant effacés pour laisser place à une appréhension plus forte et plus concrète. Ce que j'avais fait n'avait pas été prémédité, mais rendu nécessaire par le danger imminent. Désormais, ma situation était à peine moins dramatique. En frappant un maître, j'avais irrémédiablement montré le bout de l'oreille. Je devais décider quoi faire, et vite. Il était inconscient, mais pour combien de temps, et quand il reviendrait à lui? Mon réflexe fut de fuir pour m'éloigner très vite le plus possible de cet endroit, mais en faisant cela, me suis-je rendu compte, j'ai changé simplement un cheval borgne contre un aveugle. Je serais facilement découvert dans un lieu où je ne pouvais pas survivre longtemps sans aller dans un refuge ou dans une salle commune, là où les autres esclaves, une fois avertis, seraient à l'affût du traître qui avait osé lever la main sur les demi-dieux. J'ai regardé la pièce. Tout était immobile, à part les étincelles jaillissant une par une dans la petite pyramide transparente avec laquelle les maîtres mesuraient le temps. Il n'avait pas bougé. Je me suis rappelé ce qu'il m'avait dit. Un maître pouvait être blessé par un coup porté à cet endroit. Ça pouvait même le tuer. Était-ce arrivé? Certainement pas. Mais il n'avait pas bougé. Ses tentacules étaient étalés par terre, inertes. Il fallait que je sache la vérité, ce qui signifiait l'examiner. Il y avait des points, comme chez l'homme, où les veines saillaient, où on pouvait, malgré l'épaisse rugosité de la peau, sentir le lent battement sonore du sang. Je devais vérifier cela. Mais à l'idée de l'approcher, la peur est revenue plus forte. Encore une fois, j'ai eu envie de me sauver, de sortir de la pyramide au moins, pendant qu'il était encore temps. Mes jambes tremblaient. L'espace d'un instant, je n'ai pas pu bouger. Puis, je me suis forcé avec répugnance à avancer vers mon maître. Le bout d'un de ses tentacules était tout près de moi. J'ai tendu craintivement la main et l'ai touché avec un frisson. J'ai eu un mouvement de recul. Puis, au prix d'un gros effort, j'ai soulevé le tentacule. Il était flasque, et il est retombé lourdement quand je l'ai lâché. Je me suis approché davantage, et agenouillé près du corps, j'ai cherché la veine qui court à la naissance du tentacule entre celui-ci et l'œil central. Il n'y avait rien du tout. J'ai palpé plusieurs fois en maîtrisant ma répulsion. Aucun battement. Je me suis relevé et écarté. L'incroyable était encore plus incroyable. J'avais tué l'un des maîtres. Fritz m'a dit. « En es-tu bien sûr ?» J'ai opiné du chef. « Absolument. Quand ils dorment, on dirait qu'ils sont morts. Mais leur pouls bat encore. Je l'ai remarqué une fois où il était endormi dans le bassin-jardin. Il est mort, c'est sûr. » Nous étions dans la salle commune de sa pyramide. Je m'étais faufilé chez son maître, j'avais attiré son attention sans que celui-ci me voie et lui avais chuchoté que nous devions nous retrouver très vite pour parler. Il était descendu un 9e plus tard. Il avait deviné que quelque chose d'important était arrivé, parce qu'aucun de nous n'avait jamais approché l'autre ainsi. Mais la vérité l'a abasourdi comme elle m'avait abasourdi moi-même. Après que j'ai eu affirmé que le maître était mort, il est resté silencieux. J'ai dit
Il faut trouver le moyen de partir. J'ai pensé essayer par le vestibule des tripodes, même s'il y a peu de chance. Mais j'ai préféré t'en parler d'abord. Oui. Il s'est redressé. Le vestibule des tripodes ne convient pas. Le mieux, c'est la rivière. Mais nous ne savons pas où est sa sortie. Nous pouvons chercher, mais nous aurons besoin de temps. Quand vont-ils s'apercevoir de son absence? Pas avant son prochain service. Quand c'est? Demain. Seconde séquence. C'était la fin de l'après-midi. Fritz a dit « Ça nous laisse la nuit. De toute manière, c'est le meilleur moyen pour explorer un lieu où les esclaves ne sont pas censés être. Mais il y a quelque chose à faire avant. » Quoi? Il ne faut pas qu'il découvre que quelqu'un portant une résille est capable d'attaquer un maître. C'est un peu tard maintenant que c'est fait. Je ne vois pas comment nous pourrions nous débarrasser du corps, et même si nous y parvenions, son absence sera remarquée. Il est peut-être possible de faire croire à un accident. Tu crois? Il faut essayer. S'il t'a dit qu'un coup à cet endroit pouvait tuer, c'est sans doute parce que c'est arrivé dans le passé, peut-être accidentellement. Je crois qu'on doit aller là-bas tout de suite et voir ce qu'on peut faire. Il y a une course que j'ai gardée. Ce sera mon excuse. Mais il vaut mieux ne pas être ensemble. Tu pars et je te suivrai dans quelques minutes. J'ai retraversé la cité à la hâte, mais j'ai trouvé mes pas moins sûrs en approchant de la pyramide familière. Je suis resté quelques secondes dans le couloir avant de me décider à appuyer sur le bouton qui commandait l'ouverture de la porte. Je m'étais peut-être trompé, peut-être y avait-il une faible pulsion que je n'avais pas détectée et qu'à l'heure actuelle il était remis, ou peut-être qu'un autre maître l'avait découvert. C'était vrai qu'il vivait en solitaire, mais il se rendait quand même visite de temps en temps. Ça pouvait être arrivé par malchance ce jour-là. L'envie de me sauver était forte. Je crois que c'est seulement la prise de conscience que Fritz me suivait qui m'a donné le courage d'entrer. Et rien n'avait changé. Il était allongé, immobile, silencieux, mort. Je l'ai regardé, stupéfié une fois encore par cette évidence. J'étais toujours dans la même position quand j'ai entendu les pas de Fritz. Lui aussi fut atterré par ce spectacle, mais il s'est vite ressaisi. Il a dit « J'ai une idée qui peut marcher. Tu m'as dit qu'il utilisait des bulles de gaz. » « Oui. » J'ai remarqué que mon maître est perturbé quand il en prend beaucoup, dans ses mouvements aussi bien que dans sa tête. Une fois, il a glissé et il est tombé dans le bassin jardin. Si on pouvait faire croire que c'est ce qui est arrivé au tien... J'ai dit « Il est loin du bassin. » Il faut le tirer jusque là-bas. J'ai dit dubitativement « Tu crois qu'on le peut? Il est terriblement lourd. » Nous pouvons essayer. Nous l'avons tiré par ses tentacules. Le contact était horrible, mais l'effort pour le déplacer me l'a fait vite oublier. Il m'a d'abord semblé rivé au sol, et j'ai cru que nous devrions abandonner l'idée. Mais Fritz, tellement plus faible que moi, alors se donnait un mal fou pour porter la charge, et j'ai eu honte de ne pas tirer plus fort. Il a glissé un peu, puis davantage. Lentement, essoufflé et encore plus suant que d'habitude, nous l'avons traîné jusqu'au bassin, en nous arrêtant souvent. Il nous a fallu entrer nous-mêmes dans le bassin pour achever l'opération. L'eau était très chaude, tout juste supportable, et un filet désagréable giclait sous nos pieds. Elle montait jusqu'à la sangle qui retenait nos masques. Nous pataugions, nous frayions un passage entre les plantes caoutchouteuses, dont certaines s'accrochaient à nous. Il nous a fallu encore soulever les tentacules, accorder nos efforts pour passer le corps par-dessus bord par à-coups brusques. Nous avons finalement réussi à le déséquilibrer et à le faire à moitié basculer, à moitié glisser dans l'eau, où il a roulé comme une grosse bûche. Une fois sorti du bassin, nous l'avons regardé. Le maître flottait dans l'eau fumante, aux trois quarts submergé, un œil aveugle tourné vers le plafond. Il occupait presque toute la largeur du bassin. Je me sentais trop épuisé pour réfléchir. Je me serais bien laissé tomber par terre. Mais Fritz a dit « Les bulles de gaz !» Nous en avons ouvert une demi-douzaine que nous avons pressées pour les vider de leur fumée brune et éparpillées au bord du bassin, comme si le maître les avait jetées après usage. Fritz a même pensé à retourner dans le bassin pour en fixer une sur le corps. Ensuite, nous sommes allés dans le refuge. Nous avons ôté nos masques, nous nous sommes lavés et séchés. J'avais besoin de repos et j'ai insisté pour que Fritz en prenne aussi, mais il a dit qu'il devait rentrer. Il importait plus que jamais de ne pas prendre de risques inutiles. La nuit était presque tombée. Les lampes vert citron allaient s'allumer dehors. Fritz devait rentrer tout de suite. Quand je serais prêt, je devrais le suivre et l'attendre dans la salle commune de sa pyramide. Il descendrait quand son maître serait au lit, et ensemble, nous partirions à la recherche de la rivière.
Quand il fut parti, je me suis allongé quelques instants, mais j'ai eu peur de m'endormir et de me réveiller pour trouver un autre maître qui aurait découvert la mort du mien. Je me suis donc levé et préparé. J'ai déchiré les 2 pages du livre sur lesquelles j'avais gribouillé mes notes, les ai placées dans une boîte vide, et j'ai jeté le reste du livre dans le placard qui détruisait les ordures. J'ai bouché la boîte et l'ai placée à l'intérieur de mon masque avant de fixer ce dernier. Une idée m'est venue alors, et j'ai pris 2 autres petits récipients avant de quitter le refuge. J'en ai rempli un d'eau du bassin et laissé l'autre se remplir de l'air des maîtres, puis les ai soigneusement fermés tous les 2. Je suis ensuite retourné dans le refuge pour les mettre eux aussi à l'intérieur du masque où ils reposaient contre ma clavicule. Julius pourrait les trouver utiles, à condition, bien sûr, qu'on s'échappe de la cité. J'ai essayé de ne pas penser au peu de chance que nous avions d'y réussir. Il m'a fallu attendre Fritz longtemps, et quand il est enfin arrivé, j'ai vu que son dos et ses bras portaient de nouvelles marques. Il m'a dit qu'il avait été effectivement battu à cause de son retard après sa course. Il semblait fatigué et malade. J'ai proposé qu'il reste là et se repose pendant que je chercherai seul la rivière, mais il n'a pas voulu en entendre parler. J'étais incapable de me retrouver dans la cité et ne ferais que tourner en rond. C'était vrai. Je commençais seulement à savoir me diriger dans ce labyrinthe, et encore, pour me rendre à des endroits connus. Il m'a dit « As-tu mangé récemment, Will ?» J'ai hoché la tête. Je n'avais pas faim. « Il faut manger quand même. J'ai descendu de la nourriture. Bois autant que tu le peux aussi, et prends un bâton de sel. Change les éponges de ton masque avant de sortir. Nous ne savons pas dans combien de temps nous pourrons respirer à nouveau de l'air sain. » C'était vrai aussi, et je n'avais pensé à rien de tout cela. Nous étions seuls dans la salle commune. J'avalai la nourriture qu'il m'a donnée, émietté un bâton de sel que j'ai mangé, et bu de l'eau au point que j'ai cru que j'allais éclater. Puis j'ai changé les éponges de mon masque, que j'ai ensuite fixé. J'ai dit « Il vaut mieux ne pas perdre de temps. » « Tu as raison. » Sa voix était assourdie par son masque. « Nous ferions bien de partir tout de suite. » Dehors, il faisait sombre, sauf dans les petits cercles de lumière olivâtre projetés par les lampes qui ressemblaient à d'immenses verres luisants. La chaleur n'avait évidemment pas diminué, elle ne baissait jamais. Presque aussitôt la sueur s'est formée à l'intérieur de mon masque. Notre démarche avait cette allure chaloupée que les esclaves acquéraient sous l'effet de la pesanteur. Il y avait loin jusqu'au secteur où Fritz pensait que la rivière devait sortir. Une des voitures nous y aurait emmenés bien plus vite, mais il était impensable que des esclaves voyagent en voiture sans un maître. Nous devions nous contenter de nos pieds, maladroits. Il y avait peu de maîtres dans les environs et pas d'esclaves. Sur proposition de Fritz, nous nous sommes séparés. Il a marché devant, juste à portée de regard. La présence d'un esclave dehors, la nuit, pouvait s'expliquer par une commission tardive à faire pour un maître encore éveillé. 2 ensemble, ça paraîtrait bizarre. J'ai bien compris cette nécessité, bien que regrettant la séparation, et j'ai fait mon possible pour ne pas le perdre de vue, tout en restant à une bonne distance. Nous passions d'un cercle de lumière à un autre, à travers des zones où l'obscurité était presque totale, juste une faible lueur verte devant nous. C'était une contrainte pour les yeux et aussi pour la tête, surtout pour moi qui suivais le guide. On entendait venir un maître de loin. Les 3 pieds ronds et plats produisaient un claquement caractéristique contre le sol lisse et dur. J'ai entendu ce bruit derrière moi en passant sous une lampe. Il allait en augmentant, puisque les maîtres se déplaçaient plus vite que nous. J'ai cru que je serais rattrapé dans la partie obscure, et j'ai voulu l'éviter, mais il n'y avait pas moyen de tourner, et de toute façon, cela aurait pu paraître suspect. Je risquais aussi de perdre la trace de Fritz. J'ai donc continué à marcher en me rappelant quelques vers d'un poème trouvé dans un vieux livre chez moi. Comme celui qui, solitaire, en proie à la peur, au tourment, sans plus oser se retourner, continue sa route en tremblant, car le poursuit comme son ombre un ennemi terrifiant. Je ne m'étais pas retourné, mais ce n'était pas nécessaire, car je savais très bien ce qui me suivait. Nous étions dans un quartier de la cité qui m'était complètement inconnu, et je me suis rendu compte que si on me questionnait, je n'avais pas la moindre réponse à donner. J'ai essayé d'en chercher une, mais j'avais la tête vide.
La zone d'ombre approchait, et le bruit était toujours derrière moi. Je pensais qu'il aurait déjà dû être à ma hauteur. J'avais la conviction effrayante qu'il avait ralenti exprès, qu'il m'examinait et se préparait à m'accoster. J'ai poursuivi mon chemin, m'attendant à tout moment à entendre la voix du maître tonitruer derrière moi et être saisi par un tentacule et à voltiger en l'air. J'ai vu la silhouette incertaine de Fritz disparaître dans l'obscurité après le halo lumineux. Je me suis senti horriblement seul, d'autant plus que j'étais suivi, le claquement des pas arrivant alors juste derrière moi. J'avais envie de courir, mais j'ai réussi, je ne sais comment, à m'en empêcher. Puis, l'énorme forme grotesque m'a dépassé, et j'ai cru m'effondrer sous l'effet du soulagement. Mais ce n'était pas encore fini. Fritz avait disparu dans l'obscurité, et le maître y disparut à son tour. Je les ai suivis, la lumière a diminué en ne laissant plus qu'une lueur lointaine, puis la clarté a augmenté, j'ai aperçu l'ampoule accrochée à son long bras angulaire, et juste au-delà, le maître était arrêté, et Fritz aussi. Ils étaient côte à côte, le maître dominant Fritz. J'ai entendu le bruit indistinct de leur conversation. J'avais envie de faire demi-tour, mais cela aurait pu attirer l'attention. Je devais continuer d'avancer quoi qu'il arrive, et me cacher signifiait abandonner Fritz. J'ai continué. S'il avait des difficultés, je ne croyais pas trop à la possibilité d'envoyer un coup aussi radical que celui qui avait tué mon propre maître. Je me suis senti trembler de peur et de résolution, puis de nouveau avec soulagement, j'ai vu le maître s'éloigner et Fritz le suivre plus lentement. Il m'a attendu dans la zone d'obscurité suivante. J'ai demandé « Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il voulait ?» Fritz a hoché la tête. « Rien. Il a cru reconnaître en moi l'esclave de quelqu'un qu'il connaissait. Je crois qu'il avait un message à faire passer, mais je n'étais pas celui qu'il voulait. Il a donc continué. » J'ai poussé un profond soupir dans le masque. J'ai cru que nous étions fichus. Moi aussi. Je ne le voyais pas bien, mais j'entendais un tremblement dans sa voix. J'ai dit « Veux-tu te reposer ?» Non, nous devons nous presser. Une heure plus tard, nous nous sommes quand même reposés. Il y avait un espace découvert avec un grand bassin-jardin triangulaire, bordé d'un côté par ce qui semblait être des saules pleureurs géants. Leurs branches tombaient jusqu'au sol et nous protégeaient des regards éventuels, bien qu'en fait nous n'ayons vu personne dans les rues depuis un certain temps et qu'il n'y eût aucune trace de maître dans le bassin ni dans le voisinage. Nous nous sommes allongés sous les faux feuillages qui, malgré l'absence de vent et de brise dans la cité, nous caressaient légèrement de temps à autre. La pesanteur nous alourdissait encore, mais c'était bon de ne pas avoir à la combattre, de rester étendu et immobile. J'aurais aimé ôter la sueur à l'intérieur de mon masque, mais c'était évidemment impossible. J'ai dit « Es-tu déjà venu par là, Fritz ?» Une fois seulement. Nous ne sommes pas loin des limites de la cité. Et à l'opposé de là où entre la rivière? Grosso modo, oui. Quand nous trouverons le mur, nous pourrons donc nous mettre à chercher la sortie de la rivière. Oui, il va falloir être plus prudent maintenant. Il est tard pour être censé faire des courses, et nous avons atteint le quartier où vivent les maîtres qui n'ont pas d'esclaves. Il faut faire plus attention. Il ne semble pas se promener la nuit pourtant. Non, c'est une chance, mais on ne peut pas en être sûr. As-tu soif? Un peu, mais pas trop. Moi si, mais ça n'arrange rien d'y penser. Comme il n'y a pas d'esclaves par ici, il n'y a pas non plus de salle commune. Il s'est mis lentement debout. Je crois que nous ferions mieux de continuer, Will. Nous avons vu d'étranges choses en chemin. L'une d'elles était une vaste fosse, un triangle de 100 mètres de côté, au fond duquel brillait une lumière verte sur un liquide visqueux bouillonnant, où des bulles montaient lentement par intervalles et crevaient à la surface. À un autre endroit, il y avait une structure compliquée, montant et coursive métallique, qui se dressait dans la nuit sombre, pointée, semblait-il, vers des lumières qui scintillaient très haut au-dessus de nous. Une fois, après avoir tourné l'angle d'une rue, Fritz s'est arrêté et m'a fait signe de le rattraper. Je l'ai rejoint sans bruit et ensemble nous avons observé la scène. C'était un petit bassin-jardin avec seulement quelques plantes rampantes. Il y avait 2 maîtres dedans, les premiers que nous voyions depuis notre arrivée dans ce quartier. Ils étaient soudés ensemble, en proie à ce qui semblait un combat mortel,
leurs tentacules enchevêtrés et poussant l'un contre l'autre. Leur lutte et leur culbute rendaient l'eau turbulente. Nous les avons regardés quelques instants, puis, sans rien dire, nous sommes partis dans une autre direction. Nous avons fini par atteindre le mur. Nous avons descendu une rampe entre deux petites pyramides. Et il était là. Il s'étendait de chaque côté, doré, même sous la faible lumière verdâtre des lampes, s'arrondissant légèrement en se perdant au loin. La surface était lisse, dure et intacte, n'offrant même pas de prise à un orteil. Et dans toutes les directions où l'œil pouvait regarder, il ne présentait aucune percée. C'était décourageant. J'ai demandé « Crois-tu que nous sommes près de l'endroit où devait se trouver la rivière ?» J'ai vu les côtes minces de Fritz se soulever. J'étais épuisé, mais lui beaucoup plus. Il a répondu « Nous devrions y être, mais la rivière serait sous terre. »« Y aura-t-il un moyen de l'atteindre ?»« Il faut espérer que oui. » J'ai regardé le mur sans ouverture. « Par où allons-nous ?»« Ça n'a pas d'importance. À gauche. Tu n'entends rien ?»« Quoi ?»« Le bruit de l'eau. » J'ai écouté attentivement. « Non. »« Moi non plus. » Il a hoché la tête comme pour se réveiller. « À gauche, ça ira. » La soif a commencé à m'assaillir peu après. J'ai essayé de ne pas y penser, mais elle se faisait plus pressante. Nous cherchions de l'eau après tout. Je la voyais froide, cristalline comme les torrents qui descendaient des montagnes blanches. Cette évocation me tourmentait, mais je ne pouvais pas la chasser de mon esprit. Nous avons exploré toutes les rampes descendantes. Nous nous sommes trouvés dans des labyrinthes bizarres remplis de caisses entassées, de cylindres, de sphères métalliques ou de machines qui jamissaient ou bourdonnaient et quelquefois étincelaient. La plupart du temps, c'était désaffecté, mais en quelques endroits, il y avait 2 ou 3 maîtres affairés devant des panneaux couverts de petits trous et de boutons. Nous marchions avec précaution et ils ne nous voyaient pas. Dans un souterrain, des bulles de gaz étaient en fabrication. Elles sortaient des mâchoires d'une machine, roulaient dans un conduit en pente en forme de V et tombaient dans des boîtes qui, une fois pleines, se fermaient seules et étaient déplacées automatiquement. Dans un autre lieu, encore plus grand, on manufacturait de la nourriture et j'ai reconnu, à la couleur et à la forme du sac, celle que mon maître aimait par-dessus tout. Qu'il avait aimé, ai-je rectifié intérieurement. Cette pensée a provoqué un sursaut de panique en moi. Avait-on déjà retrouvé son corps? Cherchait-il déjà son esclave absent? En remontant à la surface, Fritz a dit « Je crois qu'à gauche, c'était la mauvaise direction. Nous sommes allés loin. Il faut faire demi-tour et essayer dans l'autre sens. »« Reposons-nous d'abord. » « Quelques minutes. » Il semblait abattu. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. » Nous sommes donc revenus en nous arrêtant de temps à autre pour écouter le déferlement lointain de l'eau, mais nous n'entendions que le bruit des machines. Nous avons rejoint l'endroit d'où nous étions partis, près du mur, et nous avons continué. J'ai senti une différence et en levant les yeux, j'ai vu l'obscurité légèrement teintée d'émeraude. La nuit touchait à sa fin. L'aube pointait et nous n'étions pas plus près de l'issue, pas plus près de cette rivière insaisissable. Le jour s'est levé, la soif l'emportait sur la faim, mais la faiblesse physique paraissait souvent plus grande encore. Les ampoules vertes s'éteignirent, nous avons aperçu un maître dans la rue, au loin, et nous nous sommes cachés derrière le rebord d'un bassin-jardin jusqu'à ce qu'il soit parti. Un quart d'heure plus tard, nous avons dû en éviter 2 autres. J'ai dit « La rue va bientôt en être remplie. Il nous faut abandonner pour l'instant Fritz et retourner à un endroit où nous pourrions ôter nos masques, manger et boire. » « Dans quelques heures, ils le trouveront. »« Je sais, mais que faire d'autre ?» Il a hoché la tête. « Il faut que je me repose. » Il s'est allongé et je me suis baissé pour m'étendre à côté de lui. J'ai senti un étourdissement et la soif me déchirait la gorge comme un animal furieux. Fritz semblait être encore plus à plaindre. De toute façon, nous ne devions pas rester là. Je lui dis qu'il fallait se lever, mais il n'a pas répondu. Je me suis mis à genoux et l'ai tiré par le bras. Il a dit alors, la voix soudain animée par la joie. « Je crois... Écoute !» J'ai écouté, mais n'ai rien entendu. Je le lui ai dit. Il a insisté. « Allonge-toi et mets ton oreille contre le sol. Le son se propage mieux ainsi. Écoute !» J'ai fait ce qu'il me disait et j'ai entendu un léger bruit qui pouvait être le murmure d'eau lointaine. J'ai pressé davantage mon oreille contre la route, heurtant mon visage à mon masque dur.
Il était certainement là, bien que lointain, ce torrent tumultueux. La soif s'est faite encore plus aiguë. Ce bruit me mettait au supplice, mais je me suis senti capable de l'ignorer aussi. Nous avions enfin trouvé la rivière. C'est-à-dire que nous savions approximativement où elle était. La découverte réelle pouvait prendre bien plus de temps. Nous avons essayé systématiquement toutes les rampes descendantes en écoutant au sol. Quelquefois le bruit était plus fort, quelquefois plus faible. Nous l'avons perdu complètement une fois et avons dû revenir sur nos pas. Il y avait des avenues faussement prometteuses qui ne menaient qu'à des impasses. Nous devions éviter les mettre de plus en plus souvent et nous tenir quoi jusqu'à ce qu'ils soient passés. Une rampe engageante nous a conduits dans une immense salle où une vingtaine ou plus étaient affairés devant des paillasses. La rivière risquait d'être quelque part au bout, mais nous n'avons pas osé traverser. Et le temps passait, en surface. C'était le plein jour. Soudain, tout à fait à l'improviste, nous y sommes arrivés. Une rampe très raide sur laquelle nous nous sommes retrouvés en train de glisser et en danger de tomber, traversait un espace plat et s'enfonçait à nouveau en tournant sur elle-même. Fritz m'a saisi le bras et a tendu le doigt. Devant nous se trouvait une galerie au plafond voûté, dans laquelle il y avait des piles de caisses de la hauteur d'un homme. À l'autre extrémité, à peine visible dans la lumière des ampoules vert citron pendues par intervalles au plafond, l'eau jaillissait d'un trou énorme et formait un bassin d'environ 15 mètres de large. « Tu vois ?» demanda Fritz. « Le mur. » C'était vrai. Au bout du souterrain, au-delà du bassin, il y avait l'inévitable éclat de l'or, l'indéniable surface interne de cette muraille qui entourait la cité et sur laquelle reposait le dôme. L'eau qui écumait contre ce rempart était celle de la cité, le déversoir, l'écoulement des centaines de bassins-jardins. La vapeur montait, cette eau remplissait le bassin, et du bassin, elle devait sortir en passant sous le mur. Il ne pouvait pas y avoir d'autre explication. Nous avons avancé prudemment le long de la galerie, entre les caisses empilées jusqu'au bord du bassin. Nous avons vu des choses comme des filets verticaux dans l'eau qui ne fumait qu'à l'entrée. Plus près du mur, Fritz s'est penché et a plongé la main dans l'eau. « Elle est plutôt fraîche ici. Les filets doivent absorber la chaleur pour ne pas la perdre pour la cité. » Son regard était perdu dans les profondeurs tourbillonnantes verdies par les lampes suspendues. « Will, tu vas laisser le courant t'emporter. Avant de partir, je vais te mettre un joint aux aérations de ton masque. Il y a assez d'air à l'intérieur du masque pour te permettre de respirer 5 minutes. J'ai vérifié. » Ce qu'il appelait joint, c'était une substance que les maîtres utilisaient pour boucher les récipients qui avaient été ouverts. Elle sortait d'un tube à l'état liquide, mais séchait et durcissait presque aussitôt. J'ai dit « Je vais boucher les tiennes d'abord. » « Je ne viens pas. » Je l'ai regardé fixement. « Ne sois pas stupide, il le faut. » »« Non, il ne faut pas qu'ils suspectent quelque chose. »« Ils le feront quand ils découvriront ma disparition. »« Je ne le pense pas. Ton maître est mort accidentellement à la suite d'une chute. Que ferait un esclave dans ce cas-là? Il irait sans doute au lieu de l'heureuse délivrance, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il continue à vivre. » J'ai reconnu la force de son argument, mais j'ai dit sans conviction. « Ils peuvent croire cela, mais ce n'est pas sûr. » « Nous pouvons les aider à le croire. Je connais tes esclaves dans ta pyramide. Si je dis à l'un d'eux que je t'ai vu et que tu m'as dit que c'est là que tu allais... » J'ai apprécié cela aussi. Fritz avait très bien vu les choses. J'ai objecté. « Si toi, tu te sauvais et que je retourne là-bas... » Il dit avec patience. « Ça ne servirait à rien, n'est-ce pas? C'est ton maître qui est mort, pas le mien. C'est toi qui possèdes une raison d'aller au lieu de l'heureuse délivrance. Si tu retournes là-bas, ils te questionneront. Ce serait fatal. »« Ça ne me plaît pas, dis-je. »« Peu importe que ça te plaise ou non. L'un de nous doit partir, porter à Julius les renseignements que nous avons obtenus. C'est plus sûr si c'est toi. » Il m'a serré le bras. « Je te retrouverai. C'est facile maintenant que je sais où est la rivière. Dans 3 jours, je dirai aux autres esclaves de ma pyramide que je suis trop malade pour travailler et que j'ai donc choisi l'heureuse délivrance. Je me cacherai et je viendrai ici la nuit. » J'ai dit « Je t'attendrai dehors. » « Attends 3 jours, pas plus.
Il faut que tu sois rentré aux Montagnes Blanches avant l'hiver, et maintenant il faut te presser. » Il s'est efforcé de sourire. « Plus tu prolongeras tôt, plus vite je pourrai rentrer et boire. » Il a étalé le joint sur les aérations de mon masque, après m'avoir dit de prendre une profonde inspiration. Quelques secondes après, il a fait un signe de tête, m'indiquant que le joint avait durci. Il m'a serré encore le bras et m'a dit « Bonne chance. » Le son était plus faible, plus assourdi que d'habitude. Je n'ai pas osé attendre davantage. La surface du bassin était environ 2 mètres du haut du mur de retenue. J'ai grimpé sur ce petit mur et plongé dans les profondeurs de ces eaux tourbillonnantes. C'était La Cité d'or et de plomb, 2e tome de la trilogie des tripodes de John Christopher. Chapitre 10. Sous le mur doré. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.